Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui du match de la croissance, du match de l'activité économique au niveau mondial. Quels sont les pays où il y a de la croissance? Il n'y en a pas beaucoup, on va le voir. Quels sont les pays où il y a de la récession? Et malheureusement pour nous les Français, pour le deuxième mois consécutif, on le verra tout à l'heure, nous sommes la lanterne rouge de la croissance mondiale. C'est vrai que ça tranche avec le discours ambiant où on veut nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, c'est une réalité économique. Et là aussi, j'en ai un petit peu assez, excusez-moi, d'entendre quand on dit que ça va mal, vous êtes complotiste. Quand on dit que effectivement tout va bien dans le meilleur des mondes, là vous dites la vérité. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour prendre parti pour Pierre, Paul ou Jacques. On est là pour dire la réalité économique telle qu'elle ressort effectivement des données d'enquête. Ce sont les directeurs d'achat notamment qui nous disent ce qu'ils ressentent aujourd'hui, ce qu'ils voient dans leur carnet de commandes. C'est pas simplement un ressenti, c'est du concret. Donc dire ça, c'est pas faire de la théorie du complot ou faire du French bashing. Nous aimons évidemment la France. On veut que la France s'en sorte. Mais malheureusement, depuis 2 mois, nous sommes sur une situation de récession, encore une fois. Et en plus, on verra aussi là tout à l'heure, le déficit public ne cesse de croître. On est quasiment très proche des sommets historiques de la pandémie. Donc c'est pour dire que on est très très loin, encore une fois, du discours ambiant. Mais nous sommes là, c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, pour dire la vérité économique, dire la réalité, évidemment, telle qu'elle ressort. Et bien entendu, j'ai innové depuis la semaine dernière à la demande générale de vous toutes et vous tous. Merci d'ailleurs pour votre fidélité. On terminera chacune de mes vidéos donc, avec une bonne nouvelle. Alors des fois, il y a des bonnes nouvelles également pendant la vidéo, mais pour terminer la vidéo, on terminera avec une bonne nouvelle. C'est la nouvelle règle, entre guillemets. Alors, on verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Ça concerne notamment les épargnants. Voilà, pour la bonne nouvelle, voilà, on verra ça donc tout à l'heure. Mais en attendant, voyons donc tout d'abord ces enquêtes des directeurs d'achat qui viennent de sortir donc pour le mois de juillet. C'est donc le meilleur indicateur avancé finalement de l'activité économique. Et donc d'abord dans l'industrie, malheureusement c'est pas joli. On le voit là pour le deuxième mois consécutif, on est à 48,7, donc on est sous la barre des 50. Vous connaissez cette enquête, elle est très facile à comprendre. Il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance de l'activité, en deçà c'est la baisse de l'activité. On ne peut pas faire plus simple. Et donc là vous voyez qu'on est sur des plus bas depuis 6 mois, et si on enlève ces plus bas de 2022, ensuite il faut remonter à 2020, en pleine première pandémie, va-t-on dire première vague de la pandémie, premier confinement. Donc ça veut dire que la récession industrielle aujourd'hui au niveau mondial, elle est extrêmement grave, et elle dure, elle s'éternise malheureusement, avec parallèlement, regardez bien, sur 43 pays ou zones, parce qu'il y a 42 pays plus la zone euro qui font ces enquêtes, il y a 31 qui sont aujourd'hui en récession industrielle, seulement 2 à la frontière, 3 proches d'y entrer, et seulement 7 avec un indicateur supérieur à 52, ça veut dire une croissance sympathique. Alors on va voir ça dans le détail. Quels sont ces pays ? J'ai envie de dire d'abord, comme toujours, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, les leaders, ce sont notamment l'Inde et l'Arabie Saoudite. Alors l'Inde avec une croissance très forte, notamment liée au fait que, y compris dans l'industrie, elle a pris des parts de marché à la Chine et elle garde ses parts de marché. Donc ensuite l'Arabie Saoudite, Ouganda, Grèce. Alors c'est la bonne nouvelle c'est le seul pays de la zone euro qui n'est pas en récession industrielle. Donc la Grèce, il y a un effet effectivement donc de rattrapage. Indonésie, Mexique et Russie, effectivement, qui résistent malgré ce qu'on peut entendre ici ou là. Les Philippines et le Nigeria, là, ça commence à évidemment aller moins bien. Et ensuite, on a effectivement l'ensemble des pays, 33 pays plus la zone euro, qui sont soit en récession, soit proches d'y entrer. Et malheureusement, il y a beaucoup de monde. On voit l'indice monde, on le retrouve ici, 48,7. On voit notamment la Chine, 49,2. La Chine n'arrive plus à reprendre son rôle de locomotive de la croissance mondiale, y compris dans l'industrie. Et ça, évidemment, c'est très dangereux. C'est d'ailleurs pourquoi les Chinois baissent aujourd'hui les prix. Il y a de la déflation en Chine pour essayer de retrouver, de récupérer ses parts de marché. Et pour l'instant, l'Inde résiste et elle conserve ses parts de marché perdues par la Chine. Donc la Chine aujourd'hui a beaucoup de difficultés. Elle résiste néanmoins, mais ce n'est pas non plus effectivement le feu rouge, c'est plus la locomotive d'antan, va-t-on dire. Même les États-Unis, vous voyez que dans l'industrie, ils sont légèrement sous la barre des 50, donc c'est toujours la récession. Et ensuite, bien sûr, on a l'ensemble des pays donc, de la zone euro. La France, 45,1, donc on est très très loin de la croissance. Ce qui ferme la marche, c'est un petit peu toujours les mêmes depuis donc, plusieurs mois. Zone euro, République tchèque, Allemagne, Autriche et, ça c'est nouveau, la Suisse, effectivement, qui pourtant se portait extrêmement bien d'un point de vue industriel. Là, ça commence à ralentir. C'est aussi un indicateur avancé au niveau mondial, puisque là aussi, les Suisses font beaucoup de biens d'équipement et autres. Donc, s'il y a moins de demandes de biens d'équipement, oui, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement mondial qui est en train de s'installer. Donc ça, c'est pour leurs enquêtes dans l'industrie.
Si maintenant on regarde les enquêtes pour l'ensemble des secteurs d'activité, ce qu'on appelle les indices donc PMI, donc indice des directeurs d'achat, composite, ça veut dire tout secteur d'activité. Et là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pays qui s'en sortent. Il y a tout d'abord encore et toujours, j'ai envie de dire, l'Inde. Vous voyez, 61,9, c'est même un plus haut depuis juillet 2013. Vous vous rendez compte, c'est assez incroyable, alors que le monde entier est en train de souffrir. L'Inde s'en sort très bien. Alors on sait notamment pourquoi, c'est parce qu'elle achète notamment le pétrole russe à bas prix et qu'elle le raffine, après elle le revend à travers le monde. Évidemment, on dit que c'est pas du pétrole russe, mais c'est du pétrole indien, parce qu'il est raffiné par l'Inde, mais à la base il est russe. Encore une grande hypocrisie, bien entendu. Mais néanmoins, l'Inde, grâce à cela, et grâce aux parts de marché qui sont prises sur la Chine, eh bien l'Inde réussit à être la locomotive de la croissance mondiale. Ensuite, on retrouve l'Arabie Saoudite, et là, troisième sur le podium, surprise, la Russie, 53,3. Enfin, quand je dis surprise, c'est pour ceux évidemment qui croient que la Russie s'est effondrée depuis 2 ans. Ben, finalement, c'est vrai que malheureusement, cette guerre est horrible, bien entendu. Et d'ailleurs, il aurait fallu tout faire pour l'éviter, malheureusement, parce que ça n'a pas été fait. Et là, on met constamment de l'huile sur le feu. Moi, pour l'instant, d'un point de vue économique, la Russie résiste. Le Japon va un petit peu mieux. Et les Américains donc, sont à 52, donc toujours en phase de croissance. Ce qui d'ailleurs montre que la Réserve fédérale américaine va sûrement encore augmenter les taux d'intérêt. Si on regarde graphiquement ce que ça donne, donc là, on voit l'Inde, par exemple, vous voyez, dans l'industrie, c'est en rouge. Dans les services, c'est en vert. Ça va très, très bien. Donc ça, c'est la croissance. On est déjà sur des niveaux très sympathiques à 6%. On pourrait aller à 12% de croissance en Inde, c'est assez évidemment incroyable. On regarde également la Russie finalement, c'est l'indice justement, je l'ai pris, donc c'est une photo d'écran pour bien vous montrer que c'est officiel, c'est donc S&P Global qui fait ça, donc c'est pas du tout un organe russe, c'est un organe américain, et donc on voit bien que c'est l'indicateur avancé, ça c'est la croissance, pour l'instant c'est toujours en négatif, mais on pourrait avoir du positif, donc une croissance autour des 3-4% pour la Russie. C'est vrai que c'est encore une fois, c'est assez surprenant, et ce malgré la baisse du rouble, parce que c'est vrai que le rouble qui s'était fortement donc déprécié d'abord au début de la guerre en Ukraine, après il s'est fortement apprécié, et là il se dépréciait énormément, évidemment, donc on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe là, vous voyez le rouble, là au moment où je parle on est à 105,6, donc c'est pas le plus bas du 9 mars 2022, mais quand même on a une très forte dépréciation, vous voyez, depuis le début d'année, notamment liée évidemment aux craintes, je dirais, de stabilité sur la Russie, mais c'est surtout les investisseurs étrangers qui vendent évidemment leurs actifs donc en rouble, ce qui fait baisser le rouble, et donc normalement ça devrait faire beaucoup d'inflation. Il y en a évidemment en Russie, mais comme justement la Russie limite ses achats de l'étranger, il y a moins d'impact inflationniste. Donc c'est pourquoi malgré cette baisse très forte du rouble, donc qui fait évidemment de l'inflation en temps normal, finalement la Russie résiste. Alors est-ce que ça va durer éternellement? Pas forcément, l'avenir le dira, mais toujours est-il qu'aujourd'hui on est très très loin de ce qui était annoncé par beaucoup, on ne dira pas qui pour être gentil, donc sur l'écroulement effectivement de l'économie russe, malgré toutes les sanctions qui ont été prises. Finalement aujourd'hui on a une croissance russe qui va largement dépasser celle de la France. C'est quand même évidemment bien dommage. Alors justement, si on regarde maintenant le cas américain, on voit que là pour l'instant les Américains résistent. Eux aussi ils profitent un petit peu de cette crise, de la bonne tenue des cours des matières premières finalement. Vous voyez que malgré l'augmentation des taux d'intérêt, ils sont toujours en croissance. Ça c'est les chiffres du deuxième trimestre 2023, une surprise aux États-Unis parce que la croissance a été plus forte que prévu. Et on voit que là ça baisse un petit peu sur l'indicateur avancé, mais on reste autour des 2% à 2,5% de croissance. C'est quand même pas mal. Donc ça c'est pour les pays, on va dire, qui s'en sortent bien. Après on a les pays, on va dire, à la frontière, et notamment la Chine, vous voyez, l'indicateur est en train de baisser, 51,9, un plus bas depuis janvier 2023, donc à l'époque il y avait encore des confinements en Chine. Au niveau mondial, 51,7, c'est pas génial non plus, c'est en train de ralentir. L'Espagne, c'est l'un des rares pays de la zone euro où on est au-dessus effectivement de la barre des 50. Royaume-Uni, ça baisse, mais c'est encore au-dessus des 50. Et l'Irlande, pile à 50, donc un plus bas depuis novembre 2022. Donc là aussi on retrouve le fait que la Chine n'est plus du tout la locomotive habituelle. Vous voyez, dans l'industrie c'est en récession, les services ça résiste, mais bon, avec le secteur de l'immobilier qui souffre, c'est pas non plus génial. Donc c'est vrai que pour l'instant la croissance chinoise résiste bien. Mais néanmoins, on risque d'avoir des mauvaises surprises pour les prochains trimestres. Donc la Chine n'est plus la locomotive, elle a laissé sa place à l'Inde, et ça, c'est évidemment une nouveauté. Alors au niveau mondial, on voit que malgré la résistance de l'Inde, eh bien, vous voyez ce ralentissement qui est là, c'est la croissance mondiale, c'est les bâtonnets orange. On n'est pas en négatif, bien sûr, on n'est pas en 2020, mais néanmoins, on voit bien que ça va ralentir. On va avoir une croissance mondiale autour des 1 à 2% cette année, donc c'est pas génial, et surtout, c'est très disparate, et malheureusement, attention, voilà le tableau très dur à supporter. On va voir maintenant les lanternes rouges de la croissance
croissance mondiale. Alors voilà, on a le Brésil, donc on est largement sous les 50, l'Italie ensuite, le Canada également, c'est nouveau, c'est au-dessus des 50, mais là, vous voyez, des plus bas depuis décembre 2021 au Canada. Pour les amis canadiens qui nous regardent, ça va plus aussi bien que par le passé. La zone euro également 48,6, l'Allemagne, Australie, Afrique du Sud et malheureusement la France s'est confirmée un niveau de 46,6. Je vous rappelle que le niveau de la croissance c'est 50. Donc là on est à 46,6, un plus bas depuis novembre 2020. Nous étions encore en pleine pandémie. Donc ça veut dire qu'on a quand même une situation aujourd'hui de récession qui n'apparaît pas encore dans les chiffres effectivement du PIB, mais au troisième trimestre, malheureusement, c'est inévitable. On aura une baisse du PIB. Et là, même si David Copperfield est embauché, Gérard Majax, enfin tous les magiciens du monde, je pense que là, vous voyez, c'est le PIB français, c'est en train évidemment de ralentir. Donc ça, c'est la zone euro, c'est en train de ralentir. Ça va évidemment continuer de ralentir, mais également pour la France, ça ira malheureusement de mal en pis. Donc un petit détour quand même par la zone euro. Donc on est sous la barre des 50. Donc là, on a un beau ralentissement de la croissance et la courbe bleue. On va passer également en négatif, même là, si là aussi, il y a David Copperfield. L'inflation également vient de sortir dans la zone euro. C'est vrai que ça a baissé, hein, on est à 5,3%, mais regardez la courbe rouge, hors énergie et alimentation, on est encore à près de 7% d'inflation. Donc elle est toujours là, cette inflation, elle résiste, elle se maintient. Et la nouveauté, c'est qu'il y a, un peu comme en Chine ou aux États-Unis, il y a une déflation des prix à la production. Ça veut dire que les entreprises subissent une baisse des prix. On le voit ici, c'est la courbe rouge. Donc vous voyez cette corrélation que je vous ai souvent montrée. C'est ce qui nous avait d'ailleurs permis d'annoncer l'inflation, hein, la courbe bleue ici. Comme la courbe rouge, l'inflation des prix à la production avait monté à plus de 42%. Évidemment, la courbe bleue a suivi. Là maintenant, c'est en train de s'effondrer. Vous voyez, on est à moins 3,4%, on se rapproche des planchers de 2020, donc ce qui veut dire qu'il y a de la déflation au niveau des prix à la production. Donc maintenant, il faut que ça soit répercuté sur les prix de vente, et ça, c'est une autre paire de manches, parce que malheureusement, comme il n'y a pas forcément de transparence et de concurrence pure et parfaite, évidemment, on risque d'avoir encore une inflation qui va se maintenir sur des niveaux élevés. Alors, si on regarde dans le détail de la zone euro, pays par pays au niveau de l'inflation, vous vous souvenez, là aussi, il y a quelques mois, on dit « Ah, la France, c'est le pays où il y a le moins d'inflation ». Bon, ça n'a jamais vraiment été le cas parce qu'il y avait toujours un petit peu soit Luxembourg, soit un autre pays qui était un petit peu moins. Mais là, c'est plus du tout le cas. Parce que vous voyez, la France, elle est pile au milieu. C'est le 9e pays en termes d'inflation dans la zone euro. On est à 5% en normes harmonisées contre 5,3% dans la zone euro. Et on voit que la plupart des pays sont... Voilà, alors le plus bas, c'est la Belgique, autour donc des 1,6%, 2% Luxembourg, etc. Regardez l'Espagne, 2,1%, Chypre, 2,4%. Même la Grèce, on voit qu'il y a de la croissance, 3,4%. Même le Portugal, 4,3%. Et nous, donc, on est au-dessus. Alors évidemment, il y a des pays qui font plus, hein, mais néanmoins, on se rend bien compte que ça y est, le fait que la France soit le meilleur élève de la zone euro, ce n'est plus le cas d'un point de vue inflationniste. Et comme vous le savez, les prix de l'électricité augmente donc à partir du 1er août de 10%, ce qui va se traduire mécaniquement par une augmentation sur un mois au minimum de 0,3% donc des prix à la consommation pour le mois d'août. Donc malheureusement, l'inflation va se maintenir autour des 5% en normes européennes. Donc là aussi, ce n'est pas une forte baisse d'inflation. Et on voit bien que la baisse des prix à la production n'est pas complètement répercutée, malheureusement, sur les prix de vente. Alors justement, on va maintenant terminer avec la France pour ce panorama de la croissance mondiale. Donc on le voit bien, malheureusement, dans les services, ici en vert, on est sous les 50, largement sous les 50. Dans l'industrie, pareil, on est largement sous les 50. Donc la courbe bleue qui est maintenue, on le sait, bon, on a vendu des exportations. D'ailleurs, j'ai jamais dit que c'était pas bien d'avoir fait des exportations. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Simplement, quand on voit un paquebot, on met des mois, voire des trimestres à le construire. Donc quand il est dans les chiffres, il ne va pas être dans les chiffres du trimestre suivant. C'est juste pour rappeler qu'aujourd'hui, la demande intérieure en France baisse depuis 3 trimestres. Vous voyez, c'est pas du French bashing de dire ça, c'est juste dire effectivement la réalité. Et malheureusement, on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc encore une fois, même si on engage tous les magiciens, je dirais à l'INSEE, eh bien la courbe bleue, donc le PIB, le glissement annuel du PIB va tomber donc en rouge, va tomber en négatif à partir du 3e trimestre 2023. Donc il faut arrêter de mentir, il faut dire la vérité, parce que quand on découvre la vérité, évidemment, ça fait encore plus mal. Et si on regarde l'indicateur donc composite, là aussi on voit que voilà, la courbe bleue c'est le PIB, courbe rouge l'indicateur composite, on va aller là aussi sur une baisse de moins 4% dans le pire des cas pour la France au 3e, 4e trimestre. Donc malheureusement, cette récession, elle est là et on va la subir effectivement à la rentrée, une rentrée qui risque évidemment d'être particulièrement chaude. Alors le drame, c'est que cette récession est là malgré l'explosion du déficit de l'État. Et donc là, les chiffres viennent de sortir, c'est assez incroyable. Voilà, sur les 6 premiers mois de l'année 2023, déficit de l'État, uniquement de l'État, sans compter la sécurité sociale, sans compter les animations, donc les collectivités locales, on est à 116,2 milliards d'euros.
Donc, si on enlève les périodes évidemment du Corona, 2020-2021, on n'a jamais vu ça sur 6 mois, sur les 6 premiers mois de l'année. Et si on regarde maintenant sur les 12 derniers mois, alors là c'est évidemment encore pire, voilà, regardez la courbe rouge qui s'effondre, on est aujourd'hui à 191,6 milliards d'euros de déficit budgétaire, donc on est quasiment à 2,1 milliards près, on est sur le record absolu de juillet 2021. Je pense qu'on le battra le mois prochain certainement. Donc c'est pour vous dire quand même, le quoi qu'il en coûte continue, parce que là on n'est plus dans la pandémie. Ça continue, malgré l'augmentation des recettes, parce que comme l'inflation a augmenté, les recettes de TVA ont augmenté. Malgré cela, on a un déficit budgétaire historiquement élevé, hors période de Corona. Je me touche la tête parce que c'est vraiment, ça commence à devenir dramatique et on ne fait rien, on ne vous dit pas, on n'entend ça nulle part. Heureusement, nous sommes là pour le dire, encore une fois, je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais on se doit de dire la vérité. Donc, diffusez-la, cette vérité. Dites-le parce que c'est important qu'on le sache et qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que la conséquence, pour nous, elle est automatique. S'il y a plus de déficit, il y a plus de dettes. S'il y a plus de dettes, les taux d'intérêt augmentent. Et donc, là, ça y est, le taux d'intérêt s'était un petit peu calmé, mais ça y est, ça repart à la hausse. Au moment où je vous parle, on est à 3,1% sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique. On va bientôt atteindre les 3,2. On était quasiment à 3,2 il y a quelques jours. Donc, tout ça pour dire que, eh bien voilà, les taux des crédits vont encore augmenter. Donc, ça va activer et malheureusement ça va ralentir, j'ai envie de dire, donc j'allais dire activer la récession, ça va l'entretenir entre guillemets et surtout cette augmentation des taux d'intérêt va peser à la baisse sur la consommation, sur l'investissement et donc ça va alimenter cette récession. Donc voilà, encore une fois, c'est la vérité. J'aimerais le dire le contraire, c'est une réalité économique qui est là, et donc qui fait qu'aujourd'hui, il faut que nous payions toutes ces erreurs depuis des années qui se sont aggravées malheureusement ces dernières années. Alors, on va terminer comme promis avec une bonne nouvelle. Alors, elle est liée également à l'augmentation des taux d'intérêt, mais du côté justement de l'épargnant, c'est que ça y est, les produits d'épargne sans risque, ça veut dire sur le très court terme, eh bien, les taux d'intérêt augmentent. Donc, ils sont mieux rémunérés pour ceux qui ont de l'épargne, bien entendu. Alors, vous le savez, j'ai fait une chronique, donc le livret est bloqué à 3%, ce qui est évidemment un véritable scandale. Vous pouvez voir la chronique, la vidéo du 18 juillet pour mieux comprendre. Mais c'est que parallèlement, le livret d'épargne populaire, donc évidemment, c'est sous contrainte de revenus, donc c'est pour les ménages modestes, est à 6%. Il est maintenu à 6%, avec un plafond qui est maintenant à 10 000 euros, évidemment donc sous condition de revenus, mais c'est déjà toujours ça de prix, j'ai envie de dire, et parallèlement pour les autres, ceux qui ont dépassé évidemment ces plafonds, qui ont un revenu supérieur, eh bien ça y est, il y a les livrets qu'on appelle à taux boosté. De plus en plus de banques, notamment des banques en ligne, mais pas seulement, c'est en train d'arriver dans les banques plus traditionnelles, sont en train de booster leur taux d'intérêt avec des 4% sur 2 à 4 mois. Je ne donne pas les noms parce qu'évidemment sinon j'aurais pas le droit, mais j'ai envie de dire, ils ont pignon sur rue, donc ça également, il faut absolument regarder et faites jouer la concurrence. Si votre banque ne le fait pas, elle va pas tarder à le faire et bien entendu toujours vérifier, attention sur les sites de l'AMF, que ça soit pas une arnaque, il faut que ça soit vraiment une vraie banque, attention, soyez extrêmement prudents et donc c'est taux boosté, donc voilà pendant 2 à 4 mois, après on revient sur 2,5% de taux d'intérêt et ça c'est le début parce que comme les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne sont à 4,25%, donc si on passe sur du monétaire aujourd'hui, on est à 4,25%, donc vous voyez que c'est quand même pas mal au jour le jour et elle va encore les augmenter à 4,50% au mois de septembre, donc les taux d'intérêt vont encore augmenter. Donc voilà, c'est, on va dire, la relative bonne nouvelle pour les épargnants. Malheureusement, ceux qui n'ont pas d'épargne, c'est tout le problème, c'est la grande difficulté qui va persister puisqu'à la rentrée, eh bien, on va avoir cette récession qui va s'installer et donc ceux qui ont de l'épargne vont pouvoir puiser dedans, ceux qui pourront la conserver, tant mieux, mais voilà, donc c'est une bonne nouvelle, évidemment relative, mais comme je vous ai promis de terminer par une bonne nouvelle, c'est ce que nous faisons, nous tenons toujours nos promesses. Merci encore pour votre fidélité, passez un bel été, il faut en profiter parce que la rentrée risque d'être chaude, mais encore une fois, gardons l'optimisme, gardons le moral malgré tout, gardons l'espoir, surtout qu'un jour on prendra les bonnes mesures, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années ou dans quelques mois, espérons-le. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, bonne continuation, merci de mettre un pouce vers le haut, merci de vous abonner, de faire abonner, c'est formidable. Je vous l'ai promis, on fera donc pour les 100 000 abonnés une petite fête certainement donc à la rentrée, je l'espère. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt.